3044. Et l'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité aujourd'hui avec Jean-Baptiste Moreau. Bonjour, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous êtes également, vous avez été agriculteur et vous vous intéressez évidemment à toutes ces questions. Caroline Valentin, avocate au barreau de Paris. Bonjour. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, et Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis, chaîne de débat politique sur YouTube. Et également, vous êtes l'auteur d'un documentaire qu'on peut toujours voir sur France 5, Le ministre qui ne devait pas l'être, qui est consacré au ministre Dupond-Moretti. Voilà. On va parler de pas mal de choses, de la délinquance des mineurs. Est-ce qu'il faut changer la loi sur la responsabilité des parents? Est-ce qu'il faut réserver les HLM à certaines professions? Et puis, réunion interrompue à Bruxelles pour Éric Zemmour. En question aussi celle de Jean-Luc Mélenchon. Bref, beaucoup de sujets avec vous ce matin. Alexis, vous avez peut-être piqué le sujet d'Alex Darmon. C'est à cause de ça, mais non. Oui. Un coup de cœur. Oui, coup de cœur, oui, bien sûr. Oui, pour la qualification du Paris Saint-Germain hier en Ligue des Champions pour la demi-finale, c'est quand même rare, même si c'est la troisième fois pour l'équipe depuis qu'elle a été reprise par le Qatar, c'est depuis 2011. Mais on est assez fiers quand même aujourd'hui quand on est supporter parisien et qu'on sait que c'est difficile d'arriver à ce niveau-là et que en plus ils avaient perdu à domicile la semaine dernière et donc on a effacé un peu l'humiliation de c'était en 2017 hein. Défaite 6-1 alors qu'on avait gagné. Moi j'y étais au parc quand on a au match aller 4-0 et donc forcément on était confiants. C'était un peu l'humiliation. Là on a fait l'inverse, on a fait une remontée fantastique face au Barça et on est plutôt content de voir l'équipe parisienne à ce niveau-là quoi. Voilà, ça fait plaisir je pense. Vous avez regardé? Alors moi je suis pas très foot et quand je suis foot je suis plutôt Marseille que Paris donc mais bon après voilà on peut être que content. C'est un club français quand même. On peut être que content qu'une équipe française voilà et soit arrive aujourd'hui en demi-finale de Ligue des Champions, c'est plutôt bien, mais moi je suis plutôt ballon ovale que ballon rond globalement. Bon. Oui, moi j'ai regardé. Vous avez regardé. Je me suis demandé si vous étiez au stade, non? Non, hier soir non, mais j'étais la semaine dernière au Parc des Princes effectivement. Oui, c'est tout ce qu'a dit Alexis est vrai. Quand on est supporter du Paris Saint-Germain et qu'on a bien souffert pendant des années et on souffrira peut-être à l'avenir, on va savourer cette victoire et puis surtout ça fait plaisir parce qu'a priori c'est la dernière saison de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et il va en demi-finale et il y a encore un objectif, encore une possibilité que Kylian Mbappé gagne la Ligue des Champions avec le PSG, ça serait bien. Donc oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est que la demi-finale. Comme disait l'entraîneur hier, j'espère que cette remontée va servir à quelque chose, parce que c'était quand même l'entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, qui entraîne aujourd'hui le PSG. C'était l'entraîneur du FC Barcelone à l'époque de la remontada de 2017. Et il avait dit cette remontada avait servi à rien. J'espère que demain et que il avait servi à rien parce que Barcelone a été éliminé au tour suivant. Rien fait derrière. Voilà. J'espère que cette remontée, en tout cas celle-ci, va servir à peut-être gagner la Coupe d'Europe. Voilà. Bon, ça vous va comme analyse ou pas? Très bonne analyse. Voilà. Vous avez regardé, je vous demande pas, je veux pas faire de sexisme. Voilà, je veux pas faire de sexisme. Vous allez me dire, vous m'avez pas demandé, Valérie, mais vous avez bien eu raison. Bon, très bien. Moi, quand je regarde le foot ou le rugby, c'est plutôt les joueurs que je regarde que le ballon. Alors là, vous mettez là. C'est vous qui vous cornerisez. Je veux même pas entendre ce que vous avez dit. Vous avez raison. On reste dans les sports avec vous, Alex Darmon. Oui. Juste préciser, Gilles Gansman tout à l'heure disait qu'il était en attente sur le site parce qu'il y a des billets qui sont mis en vente, 250 000. Et il est arrivé à avoir des propositions. Il y a plein de sports accessibles. Il y en a qui sont chers, d'autres moins chers. Le badminton, c'est 45 €. C'est pas mal. Sympa, ouais. En revanche, c'est bien cher pour les badminton. En revanche, pour le basket, je crois que c'était 245 €. C'était beaucoup plus cher. C'est cher, mais attention parce que c'est quand même des compétitions olympiques. Et moi qui ai fait les Jeux Olympiques à l'étranger, notamment à Rio, je peux vous dire que c'était aussi cher. Peu importe le sport, quand vous avez plein de sports qui s'affichent et qui se déroulent dans un pays lors des JO, les places sont très chères parce que c'est des installations qui ne sont pas prévues pour ça à la base et donc forcément les prix des billets augmentent. Moi, mon coup de cœur par rapport aux Jeux Olympiques,
Ça me ressemble pas trop, mais... Non. Non, Allez-y. les tenues des dévoilées sportifs. ce matin, par Berluti. offertes par Berluti, oui. Bah, j'ai trouvé ça très, très élégant. C'est un coup de cœur pour une fois que je fais un coup de cœur. Je trouvais ça très élégant, bleu, blanc, rouge. Je sais pas si vous avez vu, c'est des smokings, très jolis, élégance à la française, avec des baskets noires qui font sportif et en même temps habillés. Donc j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'est bien parce que les sportifs vont bien être habillés. Maintenant, il faut qu'ils gagnent des médailles. C'est quand même le plus important. Mais voilà, je trouve ça important quand même que voilà les Français soient bien représentés, bien habillés, élégants pour cette cérémonie qu'on espère voir se dérouler sur la scène. Un mot sur, vous les avez vus les tenues? Juste avant de venir là. Et alors? Bah, je trouve qu'effectivement c'est élégant. C'est élégant. Vous les avez vus? Oui, c'est plutôt bien choisi, c'est plutôt sympa. Et maintenant, comme le disait Alex, il faut espérer qu'elles vont servir effectivement sur la scène et que ça sera effectivement sur la scène. Caroline, je les ai pas du tout vus, bon, mais voilà. Vraiment sur le sport, je suis pas vraiment. C'est presque plus du sport, c'est la mode. C'est de la mode, c'est élégant. Mais une fois de plus, je préfère quand ils sont en short que habillés. Il y a un col. Il y a un col. Si vous voulez que j'insiste. Smoking. Vous n'avez pas compris. Là, c'est la cérémonie d'ouverture. Avec un col smoking, sans manches pour les femmes. Voilà. Très classe. Très classe. Très bien. C'est magnifique. Bravo à Berluti. Allez, on se retrouve dans un instant. Que ça va être à la cause de Paris. Ne va pas venir. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bon, on a un gros débat en plateau. gros débat en plateau. Faut-il, si on a la possibilité, assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Je vous donne en live donc les infos que me donne Gilles Gansman qui s'est connecté pour obtenir des billets pour les Jeux Olympiques et il me dit il y a des places pour la cérémonie d'ouverture, mais 900 €. Ouais. Donc, on sera mieux devant la télé. Hein. Ouais, 900, donc vous dites on est mieux devant la télé. Après, c'est un événement historique. Bon, 900 €, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Des boissons avec je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des boissons avec. Oui, c'est ce qu'elle vient de demander. Je ne sais pas. Mais cette cérémonie accessible à tous. Pas vraiment quoi. Comme toutes les cérémonies d'ouverture globalement. C'est beau. D'habitude c'est sur des lieux fermés, c'est dans des stades, c'est dans des lieux. C'est une citation d'Hidalgo ça aussi. C'est encore plus restreint. Accessible à tous. De quoi? C'était une citation d'Hidalgo, c'est accessible à tous. Oui, enfin, c'était une promesse qui avait été faite, non, plus ou moins. Les Jeux pour les Français, via la télé. Pas mal. C'est filmé. Allez, Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous êtes ancien agriculteur. Ancien député aussi. Ancien député, absolument. Caroline Valentin, avocate au barreau de Paris. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes et ancien député PS. Et Alex Zarmon, journaliste politique. Votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat politique. Et je rappelle qu'on peut toujours voir votre documentaire. Jusqu'à la fin du mois. Donc, voilà. Le ministre qui ne devait pas l'être, vous étiez en immersion auprès du ministre de la Justice, donc à redécouvrir sur le replay de France 5. La réunion à Bruxelles pour Éric Zemmour interrompue. On va revenir sur la délinquance des mineurs et puis une proposition qui a été faite par un député. C'est un rapport parlementaire. Faut-il réserver les HLM à certaines professions? On a déjà évoqué la question du renouvellement dans les HLM ici. Et on y reviendra. Jean-Baptiste, vous, c'est un coup de cœur qu'on avait eu déjà un peu avec Jean-Pierre Denis. Je sais pas, mais pour les équipes municipales des petites communes qui sont parfois un peu décriées, à l'heure où on entend les coûts faramineux pour les Jeux Olympiques, à l'heure où on entend les 10 milliards d'économies nécessaires de l'État, où l'État souvent a un beau jeu de pointer les collectivités locales qui seraient dispendieuses, qui gaspilleraient l'argent public ou qui sauraient pas gérer l'argent public. Moi, je suis conseiller municipal d'une petite commune dans la Creuse de 400 habitants et on s'était présenté avec l'équipe municipale et on avait battu le maire sortant parce que le dernier commerce de cette commune-là était en train de fermer. C'était un bar, restaurant, tabac, presse qui a fermé effectivement lors de la précédente mandature du précédent maire. Il a rien fait pour ne pas que ça ferme. Les précédents gérants arrivaient à la retraite, ils arrivaient au bout et rien n'a été fait pour sauver ce commerce. Et nous, on s'est engagé avec la maire Ludivine, qui est une amie, pour justement essayer de faire rouvrir ce commerce. Et donc on a racheté les murs du bar-restaurant.
On a fait des travaux à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui est énorme. Hein. C'est une commune de 400 habitants, donc c'est un budget, c'est un tout petit budget, hein, le budget d'une commune de 400 habitants. Et effectivement, on peut se dire comme ça, vu de Paris, c'est pas le rôle d'une commune de racheter un bâtiment et de rouvrir un restaurant. Sauf que si c'est pas la commune qui le fait, dans un territoire comme le mien, personne le fait. Il n'y a pas un porteur de projet qui va se lever un matin et qui va dire tiens, je vais aller racheter un bâtiment au fin fond de la Creuse et rouvrir un restaurant. Donc si c'est pas les collectivités locales qui le font, personne le fait. Donc on l'a fait et aujourd'hui on est en recherche d'un gérant parce qu'on arrive au bout des travaux, là tout est rénové, flambant neuf, et voilà. Et donc je profite de mon passage à l'antenne pour lancer un appel si quelqu'un est intéressé pour venir s'installer dans la Creuse. Ça peut permettre à un couple de vivre parce que ça sera un restaurant, bar, tabac, presse. On peut faire aussi la poste. Il y a plein de choses. On a dans un rayon de 15 km autour, il n'y a pas d'autres restaurants. Donc je peux vous dire que quand les précédents gérants étaient là, tous les salariés d'EDF, tous les entrepreneurs du coin venaient manger là le midi parce qu'il y a pas grand chose d'autre ailleurs. Et en plus, ce restaurant elle avait l'intérêt pour la commune de préparer le repas pour l'école. Parce qu'on a une école, on est regroupé entre deux communes. On a une école où on a en tout une soixantaine d'enfants sur 2 sites et c'était le restaurant qui préparait les repas de midi pour les enfants. Et je peux vous dire qu'à l'époque il n'y avait pas de gaspillage. Avec la fermeture, on est passé sous des régies, voilà, avec des entreprises qui viennent faire la cuisine. Et je peux vous dire que vous avez 50% du repas qui finit dans la poubelle à la fin. Et ça fait ni plaisir à la collectivité parce que certes ça coûte peut-être un peu moins cher à l'achat, sauf que vous en avez la moitié dans la poubelle. Donc au final ça finit par coûter plus cher à la collectivité. Et donc le but c'est aussi en rouvrant ce restaurant que ce restaurant puisse faire les 45 repas des écoles. Le problème, c'est le personnel. Enfin, mais voilà, c'est de trouver des gens, un couple qui va accepter de gérer ça. Et c'est là-dedans qu'on est aujourd'hui avec la commune. Et effectivement, on peut se dire, c'est pas, vous trouvez dans la Constitution française, nulle part c'est marqué une commune a pour mission de rouvrir un restaurant, effectivement. Sauf que dans des territoires comme le mien, vous n'avez pas des collectivités et des conseils municipaux qui s'investissent et bénévolement, hein, pour faire le travail, et ben, ces territoires, ils meurent parce que c'est un commerce comme ça qui n'existe plus sur une commune, c'est une commune qui va mourir lentement. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un lieu de vie, c'est là où se rencontrent les chasseurs, l'équipe de foot quand elle revient, voilà. Et donc c'est toutes ces petites choses qui effectivement coûtent de l'argent à la collectivité, mais si c'est pas la collectivité qui le prend en charge, personne ne le fait. Donc c'est pour saluer un peu ce travail de toutes ces communes là qui vont bien au-delà de leurs compétences théoriques pour essayer de redonner de la vie et de conserver la vie sur un territoire, parce que c'est aussi permettre à des gens de venir s'installer parce qu'ils ont un commerce à proximité. Voilà, c'est tout ça. Enfin, si vous n'avez personne pour le reprendre. Bon, on a un certain nombre de candidats déjà, mais plus on a de candidats et plus on a de chances de tomber sur la perle rare, parce que quand une commune comme la nôtre investit là-dedans, c'est dans l'optique et dans le but d'essayer d'avoir quelqu'un qui va rester, qui va s'implanter, qui va s'installer, et pas quelqu'un qui va rester 6 mois et repartir au bout de 6 mois. Donc on a un certain nombre de candidatures, on les examine toutes une par une et on essaye de trouver. On en a déjà quelques-unes, hein, mais on essaye de trouver la bonne avec des gens qui sont vraiment porteurs, avec la volonté de s'installer et de rester et de redynamiser un territoire comme le nôtre. Oui, mais vous avez raison. Je racontais l'histoire du village où habite ma mère dans le Cher. Il y avait 3 villages, il y avait 3 cafés, il y en a plus un seul, et il y en a un qui faisait exactement ce que vous dites, c'est-à-dire des repas ouvriers qui alimentaient, et il y a personne pour reprendre. Ces 3 bistrots sont fermés. Et si c'est pas les collectivités qui le font, personne ne le fait. Donc voilà, c'était notre engagement de campagne lors de la dernière municipale. On arrive au bout. Et maintenant, il faut trouver un gérant. Bon, bah alors, voilà. Appel. Voilà. Donc, contactez la radio et ils transmettront. Voilà. Ou on appelle directement. Alexis, non, ça vous dit rien, bistrot en Creuse? Non, enfin, moi, je connais pas la situation dans la Creuse, mais enfin bon, je suis élu local depuis longtemps, donc évidemment que la commune, c'est le dernier rempart, le dernier espoir. C'est là où tout converge quand il y a des choses qui peuvent pas être faites par l'initiative privée ou par des individus. Et d'ailleurs, c'est prévu. Alors, c'est pas prévu dans la Constitution, Jean-Baptiste, mais c'est prévu par le Code général des collectivités locales, puisque la commune a une clause qu'on appelle de compétence générale. Oui. C'est-à-dire que sur le territoire communal, elle peut intervenir sur tout sujet. Et c'est évident que c'est pas une compétence dite obligatoire. Hein, c'est pas comme l'école, c'est pas comme les services publics, c'est-à-dire faire les passeports, les cartes d'identité, tout ce qu'on fait habituellement dans une mairie, mais
effectivement, et c'est peut-être plus vrai chez vous parce qu'il y a très peu de commerce, mais moi je suis dans une ville de 90 000 habitants, donc on a beaucoup de commerce, mais quand il y a un commerce qui ferme, c'est la catastrophe, et qu'est-ce qui va se passer? Et les gens, ils se tournent vers la mairie, quoi. On veut avoir un autre commerce, alors évidemment, nous on a énormément de commerce, mais c'est des sujets qui sont très importants, et c'est vrai que la commune, elle est sollicitée, même dans les grandes communes. On est sollicité sur ces sujets-là, et j'en profite d'ailleurs pour passer un message. Vous savez que l'État a des difficultés pour son budget, et il est question quand même de faire encore les poches des communes, des collectivités locales. Avec ça, et je dois dire, et j'espère que Jean-Baptiste Moreau, qui a des relais dans le pouvoir actuel, fera passer le message que les communes sont globalement bien gérées, parce que nous, on n'a pas le droit de voter un budget en déficit. Je le rappelle, c'est pas l'État, nous, les collectivités territoriales, et en particulier les communes, elles n'ont pas le droit de voter un budget en déficit. Il faut qu'on équilibre les dépenses et les recettes, et sinon, le budget ne passe pas. C'est la loi. Et aujourd'hui, on demande des efforts à tout le monde. Alors oui, on demande des efforts à tout le monde, mais c'est peut-être l'État qui devrait faire des efforts, parce que les communes, globalement, elles ont déjà fait les efforts. On a déjà subi des baisses de dotation, on a déjà supprimé un certain nombre de services, rationalisé, réorganisé. Là, si on nous demande un effort supplémentaire, je le dis, ça sera au détriment du service rendu. Et par exemple, ce que vous avez fait, si on vous réduit encore vos dotations, peut-être que vous pourriez plus le faire dans quelques années. J'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais justement sur ce projet-là, on a des subventions effectivement de l'État pour aller au bout de ce projet-là. Et sauf que l'État nous a averti il y a quelque temps que finalement les subventions arriveraient 6 mois plus tard. Et donc aujourd'hui, on est obligé de faire un pré-relais au niveau de la commune parce que justement on peut pas se permettre de faire des déficits, des frais supplémentaires. Pour attendre la subvention qui nous est due. Donc c'est le quotidien de gestion d'une collectivité. J'en discutais avec la maire la semaine dernière. Je peux vous dire qu'elle elle dort pas tranquille toutes les nuits parce qu'elle est obligée de faire un pré-relais en attendant l'argent qui lui est dû, parce que les entreprises, elles qui font les travaux, elles veulent pas attendre 6 mois que l'État veuille bien donner l'argent à la commune. Donc voilà, c'est vraiment la gestion des collectivités, c'est vraiment pas une sinécure, et si on veut avoir demain des gens volontaires pour s'y engager, il faut éviter de leur taper toujours sur la tête, quoi. Ouais, alors Marie, elle nous dit, moi c'est un village de 350 habitants, à part la mairie et une école, on n'a rien. Karine, elle dit effectivement, bonne chance pour la bonne marche du restaurant, les maires sont très importants pour les commerces des petits villages. Chez moi, village de 1200 habitants, on a boulangerie, boucherie, coiffeur, pharmacie, supérette, poste, bar, tabac. Ça c'est bravo, exceptionnel. Effectivement, le dynamisme des équipes municipales joue beaucoup sur la vie de la commune. Ça, c'est évident. En tant qu'élus municipaux l'un et l'autre, est-ce que vous vous êtes attaqué aussi au millefeuille administratif local, qui est une source de perte d'argent énorme? Je fais référence à nouveau, pour la 3e ou 4e fois consécutive, à un documentaire de contribuables associés qui montre à quel point ce millefeuille administratif entre les communautés de communes, il y a la communauté de communes, les régions et les départements, avec souvent des fonctions qui sont assumées aux 4 niveaux de ces échelons locaux, sans qu'ils se parlent et sans qu'ils travaillent entre eux. Donc il y a une perte d'argent à ce niveau-là qui pourrait aller à la commune, qui est peut-être la structure la plus adaptée. Il y a peut-être une réforme, plutôt que de demander un argent que l'État n'a plus, voilà, c'est tout, il ne l'a pas, donc on va pas l'inventer. Et s'il commence à le créer, ça va vider la poche de gens qui, en général, sont pas forcément les plus riches. Il faudrait peut-être avoir un dialogue constructif et essayer de demander, de réfléchir à une nouvelle organisation de la décentralisation. En fait. On y réfléchit un certain nombre sur ces sujets-là, mais oui, effectivement, entre le département et la région, les conseillers territoriaux, par exemple, ça serait à mon avis une bonne piste. Par contre, dire que la commune peut se substituer, par exemple, nous on est la communauté d'agglomération du Grand Guéret, dire que l'un est substituable à l'autre, non, il y a certains projets qui ont besoin d'une échelle supérieure, et il faut une clarification des compétences entre les différentes strates, mais je suis pas sûr que la suppression des strates apporte forcément quelque chose, mais une clarification des compétences, ça c'est une certitude pour éviter les doublons, oui. Petite pause pub, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler de la délinquance des mineurs, sur la responsabilité des parents. À tout de suite. Valérie Expert. Alors, face à la délinquance des mineurs, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a déclaré que les parents tiennent leurs gosses. C'est ce qu'il avait dit. C'était en juillet 2023, et il semblerait
qu'un projet de loi prévoit, entre autres, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour les parents dont les enfants mineurs auraient commis plusieurs crimes ou délits. Donc responsabiliser les parents, c'est toujours la question. Responsabiliser les parents, changer la loi aussi sur la minorité, puisque cette loi de 45 visiblement ne semble plus adaptée aux individus que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Valentin? Est-ce que la responsabilisation des parents pourrait changer les choses quand on dit tenez vos gosses? Est-ce que c'est réaliste? Alors, je sais pas, j'ai pas vu le texte. Enfin, si l'infraction prévue, c'est votre enfant fait un acte de délinquance et donc vous êtes vous-même responsable d'une infraction, ça me semble un peu léger. S'il n'y a pas de caractérisation de faute au niveau du parent. Maintenant, avant ça, il est quand même très impressionnant de voir à quel point, même au niveau des affaires familiales et avec des enfants petits, les parents sont déresponsabilisés, en fait. Et notamment les pères. Donc, grosso modo, les pères, on ne leur demande rien. S'ils sont pas là, bah, c'est pas grave. S'ils sont là, c'est formidable. S'ils sont là, mais qu'ils font pas grand-chose de bien, bah, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Et s'ils ne font que payer la pension alimentaire et c'est tout, on ne peut rien leur reprocher. Or là, être parent, c'est beaucoup plus que ça. Donc, avant, je vais vous dire, ou en plus de prévoir une sanction pénale pour des parents qui auraient peut-être, donc il faudrait caractériser les fautes dans l'éducation des enfants, hein, parce qu'il y a quand même des enfants qui partent en vrille, alors que les parents ont tout fait pour que ça aille bien. Et ben peut-être il faut repenser le fait que la famille est dans notre société le fondement de la civilisation et que les parents ont des responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Vous savez par exemple, si un parent n'exerce pas son droit de visite vis-à-vis d'un enfant, c'est un droit qu'il a, mais ce n'est pas une obligation qu'il a vis-à-vis de l'enfant. Il y a une jurisprudence qui a octroyé des dommages et intérêts à l'enfant. Mais de fait, le parent qui n'exerce pas son droit de visite, qui s'en désintéresse, il porte préjudice à son enfant. Et cette faute, elle n'est pas aujourd'hui sanctionnée. Donc c'est un ensemble à revoir, à mon avis, qui part du cabinet du juge aux affaires familiales, qui passe par le cabinet du juge des enfants, mais pas simplement en tant que mineur coupable d'infraction pénale. C'est une refonte de la famille comme socle de la civilisation. Et puis, vraiment, moi je suis convaincu qu'il faut effectivement parler des parents qui sont responsables là par exemple il y avait dans un fait divers récent, il y avait quand même 2 enfants d'un même couple qui s'étaient retrouvés victimes, enfin coupables plutôt d'agression sur je sais plus qui, une jeune fille, c'est Cédine peut-être, les parents, mais personne n'en parlait. Donc s'il y a une faute dans l'éducation, ben effectivement il faut la souligner et la sanctionner. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir lu un livre de Maurice Berger à ce sujet, qui est un pédopsychiatre qui travaille en centre d'éducation renforcée et qui parlait d'un de ces des jeunes dont il s'occupait et qui s'était retrouvé, il avait commis un délit, s'était retrouvé devant le tribunal correctionnel et il disait mais moi je vais me faire sanctionner alors que mes parents qui sont pas occupés de moi et qui m'ont maltraité, eux ça passe crème. Donc compliqué. Voilà, donc, la situation est compliquée. On peut pas faire des généralités, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème, je vous dis, de la conception de la famille comme socle de la civilisation, qui est complètement parti en vrille. Oui, juste pour être précis, le texte prévoit la mise en place d'un stage de responsabilité parentale, la création d'une contribution citoyenne éducative ou encore la mise en place d'amendes en cas d'absence lors d'audiences d'assistance éducative. Mais l'amende, elle est déjà prévue. Hein. Enfin, l'amende existe déjà dans les textes. Quand ils sont insolvables, on fait comment Alex Zarmon. Il faut savoir, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est un texte qui va être débattu à l'été. Il fait suite effectivement aux émeutes de juillet dernier, où vous aviez quand même 1000 émeutiers mineurs qui avaient été condamnés, dont 60 primo-délinquants. Il y a quand même un virage de la part du gouvernement et de la part du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour responsabiliser les mineurs et leurs parents. Maintenant, moi, j'ai du mal avec cette idée de dire il y a un problème de société avec la famille. Ok, peut-être, mais la justice, il faut qu'elle fonctionne indépendamment de ce problème de la famille. Et aujourd'hui, de conception de la famille, il faut qu'il y ait une justice qui fonctionne et qui avance, quoi qu'il arrive. Si on attend d'avoir un débat sur la famille pour pouvoir faire avancer la justice, je vous le dis, on n'y arrivera pas. Et je pense aujourd'hui, concrètement, que quand vous regardez le texte, que vous regardez les premières pistes qui sont amenées par la chancellerie, on vous parle de parents défaillants.
on va sanctionner des parents défaillants, pas des parents dépassés. Et c'est important parce que des parents dépassés, malheureusement, je pense, je suis pas encore papa. On le connaît tous. Puis surtout, je pense que ça ne s'apprend pas d'être papa ou d'être maman. C'est malheureusement, c'est avec la, malheureusement, oui. heureusement, c'est avec la vie. Sur la caractérisation d'une faute, une infraction, mais me il y a semble des parents défaillants, il y a des parents défaillants, il y a des parents dépassés. Oui, les parents défaillants, il faut les concerner, il faut les sanctionner. Mais comment vous faites, c'est là où ça va être très compliqué. Non, mais comment vous faites la nuance entre un parent défaillant et un parent dépassé, parce que je suis d'accord avec vous, il va y avoir un texte, ça va être débattu au Parlement, il va falloir mettre des clauses claires pour comprendre ce qu'est un parent défaillant et un parent dépassé. Et l'autre grand débat sur ce texte qui arrive, c'est l'excuse de minorité. Absolument. Voilà. Vous avez la droite et l'extrême droite qui demandent d'abroger cette excuse de minorité, c'est-à-dire en gros, vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que l'excuse de minorité, ça veut dire diviser par 2 une peine pour un mineur. Je crois qu'elle peut déjà sauter. Mais non, mais c'est anticonstitutionnel. Vous pouvez pas faire sauter cette excuse de minorité. Ou alors il faut reprendre la Constitution comme on l'a fait sur l'IVG il y a pas longtemps. Donc si on décide de reprendre la Constitution et de repartir dans un chemin législatif constitutionnel, pourquoi pas? Mais dire aujourd'hui au Parlement qu'il faut faire sauter l'excuse de minorité, ça c'est pareil, c'est du populisme, c'est pas possible. Ou alors, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, il faut reprendre la Constitution. Donc le débat, il va être très très long. Moi, je trouve déjà, il arrive trop tard. 1 an après les émeutes de juillet, ça arrive trop tard. Faut voir ce que ça va donner. Mais il faut agir aujourd'hui pour pouvoir, faut quand même aussi dire autre chose, le droit des mineurs, il n'avait pas été réformé depuis 58, je crois, sous le général de Gaulle. Il a été réformé il y a 2 ans. Oui, par Nicole Belloubet à l'époque. Voilà. Dans un sens très favorable aux mineurs. On va continuer ce débat dans un instant avec vous. Petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. La délinquance des mineurs, faut-il punir les parents défaillants? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec cette proposition, ce projet de loi qui sera discuté, vous disiez à l'été, proposé par le ministre de la Justice, des sanctions contre les parents d'enfants délinquants. Le ministre Éric Dupond-Moretti, donc ministre de la Justice, souhaite restaurer la parentalité. Et ce projet de loi prévoit entre autres 3 ans de prison, 45 000 € d'amende pour les parents dont les enfants mineurs auraient commis plusieurs crimes ou délits. Il ne parle pas de parents défaillants où vous faisiez la nuance entre parents défaillants et parents... Dans un discours, il l'a dit, entre parents défaillants et parents dépassés. Après, il faut caractériser... pour moi, c'est juste une évolution de stade. On commence par être parent défaillant et on finit par être dépassé. Moi, je ne crois pas aux parents dépassés d'un seul coup par son enfant qui vrille d'un seul coup. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a un problème depuis le départ. C'est qu'il est défaillant depuis le départ et du coup, il finit par être dépassé. Mais je vois pas, enfin, je veux dire, un gamin de 8 ans ou de 9 ans peut pas avoir le dessus sur ses parents, ça n'existe pas. Un mineur, c'est pas que 8 ans ou 9 ans, ça peut être 14, 15, 16 ans. Oui, mais un parent peut être dépassé sans être défaillant. Vous savez, quand vous êtes obligé de vous lever tôt le matin pour aller travailler, vous pouvez vite être dépassé par vos enfants qui doivent se lever tout seuls à la maison le matin, qui ne vont pas à l'école, vous pouvez pas vérifier, et vous êtes dépassé. Ce qui serait intéressant quand même, c'est d'intervenir en amont, avant la commission du délit, quand l'enfant est petit, et qu'il y ait des signalements faits par l'école. Il faut mettre en place des choses pour que ça n'arrive ce genre de choses. Enfin, je veux dire, pour que dès 8-9 ans, effectivement, je suis d'accord, c'est pas normal qu'un enfant doive se lever tout seul et se débrouiller. Donc, il y a des choses à mettre en place avant. Parce que une fois que l'acte est commis ou une fois que l'enfant est parti en vrille, c'est déjà trop tard pour moi. Enfin, on est déjà presque trop tard. Est-ce que la punition, mais c'est pas le fait de l'envoyer en prison qui va changer grand chose. Est-ce que la punition des parents va changer quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'un parent défaillant, donc par principe, à côté de la plaque, va se dire je risque d'aller en prison, donc je vais éduquer mon enfant correctement, Alexis Bachelay? Non, j'imagine que vous êtes confronté aussi en tant qu'élu dans votre commune. Ah oui, et puis même en tant que parent, même. Oui. Vos enfants sont délinquants? En tant qu'éducateur de mes enfants. Non, en fait, c'est une loi pansement. C'est-à-dire que comme les systèmes d'alerte et de prévention et d'accompagnement qui existent ne fonctionnent pas, ou n'ont plus les moyens de fonctionner. Je pense notamment à l'école, parce que, vous m'excusez, mais s'il y a une carence éducative lourde, ça se détecte au moment, dans le cadre de la scolarisation. Moi, dans l'équipe municipale, on a des enseignants, des directrices d'école, maternelles, élémentaires, on en discute souvent. Ils détectent des problèmes, ils font des signalements,
Et il se passe rien. Et c'est évidemment pas à eux de prendre en charge, c'est pas l'ASE, c'est pas les services sociaux, etc. Il y a aussi des dispositifs. Ça peut être l'ASE, hein. Ça peut l'ASE. Mais il faut suivre l'IS Loufoque. Vous connaissez le compte de l'IS Loufoque? Et la prévention de l'enfance est dans un état épouvantable, notamment à cause d'un afflux de mineurs non accompagnés. Ils ne sont pas toujours mineurs d'ailleurs. Oui. Et du coup, il y a des situations de violence parce que ne pas s'occuper d'un enfant, c'est une violence. C'est un acte de violence. Mais sauf qu'on ne peut les mettre nulle part. C'est ce que je disais. Enfin, ce que disait Jean-Baptiste Moreau, c'est au fond, on va probablement faire des économies budgétaires. On va peut-être couper des budgets dans l'éducation nationale, dans la justice, qui est aussi le parent pauvre quand même, dans l'État régalien. Moins qu'avant. Il y a eu des efforts budgétaires qui ont été faits, mais malheureusement, ce qui a été fait à un moment donné, il y avait tellement de retard. Il y a tellement de retard que on a un petit peu comblé des années de laisser aller. Mais bon, il y a des choses qui ont été faites, on va pas se plaindre, mais je pense que c'est en amont que les choses se font. Cette loi, elle fait rien. Faut être honnête, c'est une loi d'affichage, il y a eu les émeutes, on veut montrer que l'ordre va régner, que vous allez voir, on va responsabiliser les parents, vous allez rien responsabiliser du tout. La protection de l'enfance, c'est la délinquance des mineurs, c'est pas un jour un gamin se lève et il commet un délit. Non, il y a un parcours, il y a une histoire. Ça se construit. C'est des gosses qui sont dans la rue à 10 ans. Vous allez vérifier individuellement tous les parcours délinquants. Donc, je vous mets ma main au feu, j'ai pas les statistiques, mais il y a 80% des mineurs délinquants, ils sont dans un échec scolaire. Ça commence à l'école. Ça commence par... Et ça commence dans la famille. Vous allez le corréler après à la précarité économique des familles. Si, par exemple, on prend aujourd'hui un autre paramètre, vous avez une augmentation considérable, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, des familles monoparentales. Il y a 8 millions de familles qui élèvent des enfants. Ouais. Il y a aujourd'hui 2 millions de familles monoparentales. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Bien sûr. On est passé de 1 million dans les années 90, aujourd'hui il y a 2 millions. Et ça continue d'augmenter. Parce que il y a effectivement, souvent c'est les papas qui sont défaillants, qui n'exercent pas leur autorité parentale, qui abandonnent le domicile conjugal, qui abandonnent l'éducation des enfants. À qui on ne demande pas de payer une pension, et à qui on ne demande pas de compte. Et même, et c'est peut-être là-dessus d'ailleurs qu'il faudrait aller. Vous avez raison. Non, mais regardons les situations familiales au cas par cas. Mais donnons les moyens aux juges, effectivement, de prononcer des sanctions contre les parents défaillants qui abandonnent les enfants, qui abandonnent le domicile conjugal. Ou de protéger les enfants. Les obligations de payer les pensions alimentaires. Ça a été fait à l'époque où moi j'étais député. C'est les CAF qui se substituent quand souvent les papas, faut dire ce qui est, ne payent pas les pensions alimentaires. Parce que ça, c'est une cause de mise en précarité d'une famille. Oui. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses qui existent, de dispositifs qui fonctionnent, de systèmes d'alerte, à condition qu'on les fasse fonctionner et qu'on ait les moyens, effectivement, d'accompagner très tôt les familles qui sont en difficulté. Enfin, on les connaît, ces familles, on les connaît, mais bien sûr qu'on les connaît. Donc, on découvre pas la lune non plus, on voit des gamins on n'a pas toujours les moyens humains, financiers d'accompagnement. Très étonnant, c'est qu'ils sortent cette loi concernant a priori des adolescents, parce que des adolescents et qui auraient commis des infractions, alors que la protection de l'enfance est dans un état catastrophique depuis des années, que la situation devient de pire en pire, qu'il y a encore pas très longtemps, on s'est rendu compte que l'ASE avait placé des enfants chez un couple dont le fils avait été condamné pour des agressions sexuelles et d'ailleurs a commis des agressions sexuelles sur les enfants placés. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse annoncer à grand renfort de tambours et de trompettes une loi qui a des accents populistes pour un ministre qui n'arrête pas de dire je suis de gauche, moi la droite, je déteste, etc. Alors, sans s'occuper des enfants quand ils sont petits, en fait. Mais l'ASE, c'est un autre sujet. Voilà, c'est deux sujets. Protection de l'enfance, vous avez un secrétariat d'État qui est destiné à la protection de l'enfance. Mais c'est pas deux sujets différents du tout, en fait. Alors, très bien, si vous voulez, mais ce sont quand même deux sujets différents. Cette loi, des enfants placés, elle est débattue, elle sera débattue à l'été prochain, elle fait suite aux émeutes de juillet dernier. C'est ça, hein, le point de départ. Vous parlez d'un autre sujet, là, qui est aussi important, voire peut-être même plus important, qui commence du premier. Je suis complètement d'accord avec vous. Il faut dire par exemple Maurice Berger. Maurice Berger vous explique qu'un enfant qui est confronté à des violences dans une famille. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je conseille un film qui est formidable, qui s'appelle Bouche cousue, un film produit par Mélissa Torio, qui est formidable, qui s'intéresse à ces sujets-là de protection de l'enfant sur les enfants qui sont abusés, qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas éduqués normalement. Mais vous voyez bien que ce sont avec un juge formidable, le juge Martin, je crois, de mémoire, qui reçoit les parents, qui reçoit ses enfants accompagnés. Mais ce sont deux sujets totalement
pas différents, mais complémentaires. Là, cette loi aujourd'hui qui va être débattue à l'été prochain, elle concerne les parents d'enfants délinquants. D'enfants délinquants qui ont été pour la plupart condamnés à l'été dernier, où il n'y avait pas de cadre législatif. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Mais si, ce sont deux. Oui, d'accord, mais ce sont deux sujets différents. Oui, c'est deux sujets différents, mais les conséquences l'un de l'autre. Il faut les traiter en parallèle, effectivement. L'un ne va pas sans l'autre et réciproquement. Après, sur des enfants comme on a vu dans les émeutes de 11, 12, 13 ans, je sais pas ce que veut faire la droite et l'extrême droite, mais lever l'excuse de minorité, on va les mettre en prison, ça sert à quoi? Ils vont apprendre quoi en prison exactement, des enfants de 11, 12 ou 13 ans? Rien du tout. Il faut des centres éducatifs. Mais oui, mais ça aussi, il faut mettre les moyens, parce qu'aujourd'hui, il y en a très peu, il y a très peu de moyens de mis dedans. Mais effectivement, peut-être qu'il faut aussi, quand il y a des entourages familiaux néfastes, les séparer effectivement de cet entourage. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas mis les moyens de le faire. Il faut les mettre, parce que c'est pas de les envoyer en prison, on crée juste des futurs délinquants récidivistes. Mais il y a un problème. Le problème de l'autorité, je ne sais pas comment on peut le résoudre. Mais c'est pas l'école qui va se substituer aux parents, ça c'est sûr. Non, mais ce que raconte Maurice Berger, que j'ai beaucoup lu aussi, c'est que il y a un certain nombre il y a un phénomène aussi qui fait qu'il y a plus d'autorité parentale. Le père est souvent parti, les enfants sont élevés en groupe, plus souvent, avec plusieurs familles, et donc il n'y a pas d'autorité parentale. Lagrange disait ça aussi, le déni des cultures. Lagrange faisait parler de ça dans le déni des cultures. Non mais responsabilisation, autorité, c'est des mots fourre-tout pour régler des problèmes complexes. Ça n'existe pas le grand soir de l'autorité où d'un seul coup on entend des fois dire il faut rétablir l'autorité du maître dans la classe. Ouais. Alors moi je vais vous dire. Impossible. Mettez des profs dans toutes les classes. Ok? Parce que moi c'est pareil, je discute en ce moment avec mes collègues de l'éducation nationale, il y a des classes sans prof, là, à la minute où on parle, dans toute la France. Mais c'est aussi un autre sujet. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a... aussi un autre sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est facile de rejeter aussi les parents, de pointer du doigt les parents. Moi je pointe du doigt d'abord la responsabilité de l'État. Que l'autorité de l'État, rétablissez l'autorité de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettez des profs devant toutes les classes. Mettez des policiers là où il y en a besoin. Mettez des magistrats. Mettez des magistrats pour rendre la justice. Il faut responsabiliser les parents, bien sûr. Il faut responsabiliser les parents. Non, ça ne changera rien si les parents n'ont pas fait le boulot avant. Non, les parents, ils doivent faire le boulot. Mais qui ici croit que parce qu'on va menacer les parents éventuellement d'une peine de prison ou d'une amende, ils vont assumer leur rôle d'éducateur s'ils le font pas? De leur retirer leurs enfants déjà. De leur retirer leurs enfants déjà. Ah bah oui, mais pour ça, il faut qu'il y ait un signalement. Il faut qu'il y ait une institution qui repère qu'il y a une défaillance. L'institution, ça va être dans 80% des cas, pardon de le rappeler, l'éducation nationale. Et après, une fois que le signalement est fait, il faut que le dossier soit instruit, qu'il y ait une enquête. Et c'est là que ça ne va plus. Et c'est là que ça ne va plus. Parce que s'il n'y a pas des gens pour aller vérifier ce qui se passe dans la famille. Voilà, donc je dis que je vais juste un peu calmer tout le monde en termes de budget. Oubliez, les budgets c'est terminé. Vous allez voir, le prochain projet de loi de finances. La réponse à la question. Non mais tous les ministères vont voir leur budget. Mais attendez, ça j'en sais rien en tout cas. Mais tous les budgets des ministères vont diminuer tous, parce que l'État est presque en faillite. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, depuis tout à l'heure, on parle de tout le monde, on parle des parents, de l'État, de l'école et tout, mais on parle jamais de ces enfants et de ces adolescents. Quand ils vont voir leurs parents condamnés à un moment donné, enfin moi je les prends pas pour des abrutis ces gamins. Non. Peut-être qu'ils sont aussi un peu, ils sont aussi un peu humains, ils ont des sentiments. La plupart, peut-être quand ils vont voir leurs parents condamnés, alors peut-être pas aller en prison, mais de ne pas réussir à payer une amende, peut-être que ça peut aussi les concerner. Et donc peut-être qu'il faut quand même avancer, de dire ne pas faire de loi, ne pas participer, ne pas faire payer les parents, ne pas les menacer avec de la prison et tout. Dans ces cas-là, on fait rien du tout politiquement, et on dit c'est les parents, c'est l'école, c'est machin, et après on passe notre tour. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'ils diraient les enfants? Peut-être qu'ils seraient concernés à un moment donné de voir leurs parents devoir partir en prison pour leurs conneries. Content ou pas content? Pas content. Pas content, peut-être qu'ils peuvent être concernés de voir leurs parents boucler un enfant et pas réussir. Un mineur qui connaît un délit, s'il se fait prendre, il sait très bien que ça va mettre en difficulté sa famille. Il le sait déjà. Le fait de commettre, ne pas avoir son papa ou sa maman, commission de délit, excusez-moi, c'est déjà un en quoi ça met ses parents en difficulté? Il y a quoi comme sanction derrière pour les parents? Rien du tout. La sanction, c'est que si les parents ne viennent pas à l'audience correctionnelle de leur mineur. Mais il y a pas de sanction. Quand on voit des mineurs qui sont qui ont été comme on dit, défavorablement connus des services de police, qui ont 18, 19, 20 interpellations, qu'ils s'en foutent? Non?
Enfin, ça commence par là le problème. Mais s'il n'y a pas d'application de la loi. De la loi, mais de toute façon, c'est déjà trop tard quand on en arrive là. Non, mais qu'il faille une loi. Non, mais on dit pas ça. On dit qu'il faut prendre les choses en amont. Non, mais qu'il faille une loi. Moi, je dis c'est une loi pansement. Non, mais qu'il faille une loi. Parce qu'il y a des défaillances pendant 10 ans dans la vie d'un gamin qui est scolarisé en crèche à partir de 2 ans et demi, après à l'école maternelle à 3 ans, et entre 3 ans et 15 ans, il est tous les jours à l'école ou au collège. Il y a sûrement des signaux. Il y a sûrement des signaux si le gamin il commence à rentrer dans la délinquance à 11, 12, 13, 14 ans, il y a sûrement eu des signaux en amont. Comme les signaux ils sont pas détectés et qu'il se passe rien avant, d'un seul coup, bing, à 12, 13, 14 ans, on décide de taper sur les parents. Arrêtez, voyons. C'est l'affaire de la petite Marina. Il y a eu des détections, il y a souvent des détections par l'école, mais ensuite il n'y a pas de réaction des autorités prévues. Merci. Mais je dis simplement, on ne dit pas des choses différentes. Mais ça n'empêche pas qu'il faille une loi. Que cette loi soit nécessaire, c'est une chose, mais il faut aussi penser à la protection de l'enfance en même temps. Mais on parle d'une loi qui fait suite aux émeutes de juillet dernier. Stop, allez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Vous vouliez dire un mot de plus, Jean-Baptiste? Il y a des choses qui se jouent avant un an, notamment sur la psychologie des enfants. Oui. Donc les premiers mois sont souvent cruciaux pour l'avenir des enfants. Mais effectivement, une loi va pas tout résoudre, sinon elle aurait déjà été votée depuis longtemps. Mais c'est un ensemble elle est nécessaire malgré tout parce qu'il faut responsabiliser. Et on a des formes familiales aujourd'hui qu'on avait moins avant et qui posaient moins de problèmes avant avec les pères effectivement absents. Et puis oui, ça n'empêche pas qu'il faut des méthodes de détection plus efficaces et surtout une fois que la détection est faite, qu'on passe à l'action, quoi, et qu'on soit pas juste c'est pas la détection de problème. Hein. Là, c'est vraiment le traitement après. Moi, j'entends tout, mais non, mais il faut pas tout confondre. Le projet de loi, c'est justice des mineurs. Oui. C'est instauration de la justice des mineurs. C'est pas accompagnement, détection. Et vous avez raison, c'est hyper important. Ça va ensemble, on dit. Non, mais peut-être que ça va ensemble. Mais là, le projet de loi qui va être débattu à l'été prochain, c'est instauration de justice des mineurs. Oui. À partir de là, si vous voulez que ça aille ensemble et qu'il faille faire un projet de loi commun interministériel, pourquoi pas? Et je suis complètement d'accord sur le fait que tout se joue très jeune, à des âges très jeunes. Mais là, aujourd'hui, ce projet de loi, il faut faire attention parce que ce projet de loi, il vient à la suite des émeutes et des adolescents 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans qui ont été sanctionnés l'été dernier. En faire une question, ce dont vous parlez, de la protection de l'enfance, en faire une question, une cause du quinquennat, oui, parce que c'est une cause hyper importante. Mais je ne pense pas justement sur ces questions-là de détection, protection de l'enfance, qu'on puisse faire une loi aujourd'hui. Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, ça sera en parallèle. Non, puis c'est pas de faire sauter l'excuse de minorité qui va changer quoi que ce soit. C'est impossible. Ça c'est clair. Pour en avoir parlé avec Philippe Bilger, avec Philippe Bilger, lui pense magistrat qu'il faut changer. Lui pense qu'il faut changer l'ordonnance de 45 et qu'il y a un problème. Sur un certain nombre de cas, c'est déjà possible. Enfin, je parle en présence d'une avocate, mais c'est déjà possible sur un certain nombre de faits graves où l'excuse de minorité, le juge peut parfaitement décider de la faire sauter. C'est déjà possible. Il y a déjà des possibilités. En fait, il y a quelque chose que très intéressant que raconte Maurice Verger. La loi, en fait, les différentes lois pénales, le code de justice pénale des mineurs, mais toutes les lois pénales en général, ont fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de prison. Donc, quand vous êtes puni à une petite peine, vous n'allez pas en prison. Et une juge, elle, a décidé de, malgré cette loi, d'envoyer des mineurs en prison pour pas longtemps, 1 semaine, 15 jours. C'est directif, je crois, c'est pas une loi. Et pour les envoyer sur des cours. Il racontait qu'elle recevait depuis des lettres, très fréquemment, des lettres de ces mineurs qu'elle avait mis en prison pour 10, 15 jours, 3 semaines. Et qu'il disait à cette juge merci de l'avoir fait car en fait ça correspond à un besoin de contention qui est une thérapie psychothérapeutique dont des enfants mineurs peuvent avoir besoin. Ouais. Donc elle disait au contraire cette prison de très courte durée peut être très utile. La prison n'est pas forcément moi je suis pas hyper pro-prison du tout, vraiment pas. Surtout qu'elles sont déjà pleines. Bah oui. Non, surtout la manière dont ça se passe, et qu'il n'y a pas de sens, il faut qu'il y ait un sens, enfin bref. Oui, c'est ça, il faut que ce soit une prison particulière pour les mineurs. Ne peut avoir du sens. Non, mais le truc, c'est délit, sanction.
C'est ça aussi, c'est qu'il faut pas attendre. C'est à chaque délit, c'est ce que dit d'ailleurs le Premier ministre. Tu casses, tu payes. Donc mais tout de suite, c'est pas 18 mois après. Mais le cas depuis la sanction peut pas être la même si c'est un premier délit, un 10e délit, etc., etc. Non, il y a des graduations. On est d'accord. C'est pour ça qu'il y a des juges, c'est pour ça qu'il y a des procès. C'est que si c'est. Et après, on peut parler de l'état des prisons. Sinon, si on veut faire des distributions de peine automatiques, on n'a plus besoin de juges. On prend l'intelligence artificielle et on dit voilà. Non, mais quand vous écoutez des gens qui témoignent, de gens qui se sont fait agresser, dont le délinquant est arrêté et qui le lendemain est encore au pied de l'immeuble, il y a un moment ça va pas. C'est moi ça de vous parler, Valérie. Aussi, ça vous est arrivé. Oui, il a été arrêté. Il a été arrêté et vous l'avez retrouvé. Mon SDF qui m'a roué de coups et il a été non, et la plainte a été classée sans suite en fait. Et effectivement, il est revenu en bas de mon immeuble pendant des mois en menaçant. Ouais. C'est très sympathique. Mais ça mais c'est pas la loi qui va régler ce problème-là. Là, c'est une défaillance de la chaîne pénale. Non, mais c'est si. Là, tout est foutu. Pour le coup, on revient à la justice, au moyen de la justice. Non, mais pardon. Et on revient au moyen de la justice, exactement. Vous savez qu'à Bobigny, un dernier, juste pour savoir d'où on parle, parce que là, on a l'air de. Enfin, vous félicitiez, Alex. Non, je vous félicitais pas parce que je travaille pas pour le ministre de la Justice. Je dis juste que je constate que c'est le ministère qui a eu le plus d'augmentation de 8% et demi. Mais très bien. Très bien. Mais je me félicitais pas. Il y a un an et demi à Bobigny, il y avait 50 dossiers de violences sexuelles intrafamiliales, donc grosso modo des enfants qui sont violés par leurs parents, qui étaient en attente d'audiencement. C'est-à-dire qu'il y avait une instruction, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ce qui veut dire que les faits étaient avérés. Mais en l'absence de magistrats et de greffiers, ils n'étaient pas audiencés. Donc pendant ce temps, tous les jours qui passent avant que le dossier soit audiencé, on était à Bobigny et c'était 50 dossiers. Vous vous rendez compte, pour un seul tribunal, c'était des enfants qui continuaient à se faire violer. Ouais. Donc 8%, c'est sympa, hein, mais le budget de la justice, c'est 8 milliards, c'est très peu. Hein. Et sur les 8 milliards, il y a 60% pour l'administration pénitentiaire et 40% pour l'activité juridictionnelle. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Alors c'est pas le seul problème, il y a un très bon livre de Béatrice Brugère qui vient de sortir là-dessus. Olivier Dufour en a fait aussi. Ce n'est pas le seul problème, les problèmes du moyen, mais les moyens sont un problème aussi. J'ai zappé votre coup de cœur d'ailleurs. C'était un livre. C'était un livre. 3 procès extraordinaires, 2 magistrats et un ministre de la Justice en procès. Le coup de cœur est pour l'auteur. François Saint-Pierre. Qui s'appelle François Saint-Pierre, qui est un remarquable avocat. Qui a écrit un livre qui a un titre un peu long et compliqué. Mais c'est ça, 3 procès extraordinaires, 2 magistrats et un ministre de la Justice. Exactement. En procès. Alors c'est un livre qui n'est pas favorable à Éric Dupond-Moretti du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ni à Maurice Berger d'ailleurs. Si. Ah bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dupond-Moretti, en juin 2020, s'énerve contre des juges, des magistrats. Il n'est pas encore à l'époque ministre de la Justice. Et puis, il devient ministre de la Justice 15 jours plus tard et il engage des poursuites contre ces magistrats. Non, c'est pas tout à fait ça. Caroline, il s'énerve pas. On regarde ses fadettes. Ok, mais vous êtes avocate, il y a des faits. Il s'énerve pas contre des juges. Ah bah si. On lit ses fadettes et après une enquête est lancée et lui la continue. Il a pas lancé une enquête contre des juges. De Dupond-Moretti. Ah non, l'enquête était lancée par Belloubet à l'époque où elle était ministre. Non, c'est pas ça. Alors, les sujets dont il parle, c'est les procès qui ont été intentés, enfin, les poursuites qui ont été mises en œuvre par Jean Castex, se substituant à Éric Moretti contre 2 Nicole Belloubet d'abord. C'était Nicole Belloubet qui avait lancé l'enquête au départ, avant 2020. Oui, c'est Nicole Belloubet. En tant que garde des Sceaux. Vous parlez de Patrice Amar et de l'enquête qui a poursuivi de Dupond-Moretti. Non, celui qui était en poste à Monaco. Oui, parce qu'on apprend d'ailleurs les deux enquêtes, ce sont Nicole Belloubet qui les a lancées. Et après, Éric Dupond-Moretti sur ordre de Jean Castex, Premier ministre, enfin sur ordre, sur recommandation, sur instruction de Jean Castex, poursuit les enquêtes. Alors c'est pas ce qu'explique François Saint-Pierre dans le livre. Il explique que le garde des Sceaux est le seul qui peut lancer. C'est un peu comme ça que ça a été jugé au final. Oui, ça a été jugé comme ça au final. C'est-à-dire qu'il n'était pas intervenu, il a été relaxé. Il a été relaxé dans cette affaire. Vous parlez de Dupond-Moretti. Oui. Il y a eu déjà des poursuites contre les magistrats qui, eux, ont été exonérés de toute faute. Et ensuite, une relaxe Dupond-Moretti avec des motifs qui sont quand même très surprenants.
Moi, François Saint-Pierre est un très bon avocat et quelqu'un en plus de très bien. Et le mérite de ce livre qui est assez court et qu'il est limpide, même pour quelqu'un qui n'est pas juriste, je crois, qui explique bien les... Promis, je le lirai avec intérêt, franchement. Voilà. Je voudrais juste qu'on puisse dire un mot sur ce député David Amiel, député Renaissance, proche du président de la République, nous dit-on, qui doit rendre aujourd'hui un rapport sur le logement des travailleurs des services publics, et il préconise de favoriser les profs, les policiers, les infirmiers. Est-ce que là, c'est encore une fois, c'est possible David, il était conseiller du président au début, en 2017, à l'Élysée. Mais bon, vous gérez c'est pas vous qui gérez les HLM, mais... Ah si, on a un office municipal, donc... mais qu'est-ce qu'on fait? On va virer des familles pour mettre des fonctionnaires? Enfin, sur le principe, l'idée est bonne, hein, moi, je trouve, déjà, il faut rappeler que 70% des Français, de par leurs revenus, sont éligibles au logement social. Exactement. Et que par définition, compte tenu du fait qu'ils ont des revenus peu élevés par rapport aux gens, par exemple, du privé, les fonctionnaires, que ce soit les infirmières, les policiers, ce n'est plus le cas aujourd'hui, les enseignants, sont éligibles au logement social. Ils le sont par leurs revenus, parce que c'est des gens qui, pour certains, n'ont pas les moyens d'aller se loger dans le privé, surtout quand vous travaillez dans des grandes agglomérations où, vous le savez, le prix des loyers dans le privé est parfois délirant. La situation des fonctionnaires n'est pas différente de celle des gens du privé. Et en plus, les fonctionnaires, ils ont un salaire national, donc si vous êtes fonctionnaire, vous êtes nommé à Paris intramuros, pour vous loger, je vous souhaite bonne chance. Donc, effectivement, on a déjà des critères qui favorisent évidemment les catégories de revenus qui sont les plus concernées. Et le fait, par exemple, d'être fonctionnaire et d'être nommé dans une commune où vous êtes obligé d'avoir un logement, ça vous donne des points supplémentaires par rapport aux critères. Mais moi, je vais vous dire franchement, c'est pas une loi pansement, là, c'est plutôt une proposition cache-sexe. C'est-à-dire que le problème du logement social, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est la pénurie. Mais bien sûr. On a plus de demandeurs, structurellement 2 ou 3 millions, que d'offres de logement. Alexis, moi je dirais que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens ne gagnent pas assez d'argent, surtout. Tant qu'on ne s'attaqera pas au flux, c'est-à-dire à la production, on aura un stock qui est insuffisant. Et donc vous aurez toujours, même dans les fonctionnaires, même dans les policiers, même dans des gens qui n'auront pas de logement social alors qu'ils peuvent y prétendre. Et surtout, les gens ne gagnent pas assez d'argent. C'est ça qu'il faut tacler au départ. Mais c'est pas de construire des logements sociaux. Personne n'en veut. Non, mais c'est faire en sorte que les gens gagnent plus. Il faut faire en sorte que les gens gagnent plus d'argent. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.